Bon, je vais me présenter brièvement. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier vraiment les organisateurs de m'avoir convié, de pouvoir échanger avec vous. Donc, je suis avocat. Vous allez peut-être avoir peut-être une nouvelle image de l'avocat, parce que c'est pas forcément l'avocat qu'on imagine et que l'on voit systématiquement sortir des prétoires. J'en fais pas du tout, moi, de ça. Donc, il y a certains avocats qui s'intéressent forcément à des domaines qui sont encadrés par la loi, comme les lois de bioéthique, entre autres. Donc mon activité est essentiellement une activité de conseil. Donc je dirais au quotidien, je suis confronté à des chercheurs, à des industriels de la santé qui ont besoin de faire des recherches et généralement vont se rapprocher de chercheurs. Donc je suis extrêmement content d'être là parmi vous pour pouvoir échanger. Donc j'aurai, vous voyez, j'ai pas de présentation, j'ai rien, donc ça sera extrêmement court. Parce que s'il y a des questions, je serai très très content d'y répondre et peut-être rétablir certaines vérités. C'est-à-dire que j'ai encore eu récemment un journaliste au téléphone qui cherchait un petit peu des expériences, des petites histoires un peu croustillantes sur la recherche biomédicale. Alors c'est ce dont je dois parler. Donc la recherche biomédicale, c'est la recherche sur l'homme. C'est les fameux cobayes. Alors, il attaque, il me dit, oui, vous n'auriez pas des histoires un peu sur les cobayes? Alors, je dis de quoi il me parle. Et il voulait du sensationnel. Il voulait savoir effectivement qu'on faisait des expériences totalement immorales sur l'être humain, qu'on faisait des trucs, mais on n'en parlait pas, c'était caché, etc. Et j'ai commencé à lui dire, mais écoutez, j'ai rien à vous dire. Enfin, réellement, ça se passe bien. Il y a une loi depuis très longtemps. Donc, en fait, même depuis très très longtemps. C'est la toute première loi de bioéthique au monde et française. Elle date de 88. 88, c'est la loi Uriel-Sirius-Clack qui a fêté ses 20 ans il y a 2 ans maintenant, au mois de décembre, et qui est la première loi au monde à traiter d'un problème de bioéthique. Alors, on a parlé effectivement des suites de la Seconde Guerre mondiale, des prises de conscience, il y a eu, je dirais, des vraies réflexions, le code de Nuremberg en 47 notamment. Donc, il y a eu quand même quelques textes, mais qui n'étaient pas des textes législatifs. C'était des textes d'éthique, donc des guides, mais pas des textes législatifs dans le sens contraignant, à savoir que si on ne le respecte pas, une sanction est à la clé. Donc la vraie première loi qui encadrait justement la recherche sur la personne, c'était en 88. Et tout a été fait pour essayer, en fait, tout d'abord de protéger la personne. Le titre de la loi, c'est la loi relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales. Voilà. L'objectif premier était réellement de garantir la protection des personnes qui potentiellement allaient permettre des progrès au niveau de la recherche, au niveau scientifique, en donnant de leur personne, c'est-à-dire en participant à ces essais cliniques. Alors, on les appelle également les essais cliniques. Alors, bien entendu, ces essais cliniques sont extrêmement importants, puisque à l'heure actuelle, que ce soit vos médicaments, après on appelle ça aussi les dispositifs médicaux, vous savez, les pacemakers, tout ce matériel médical, que ce soit également des produits cosmétiques, de plus en plus de produits également agroalimentaires, sont quasiment obligatoirement au préalable testés chez l'homme. Voilà. Il faut y passer. Il faut passer par là. Donc, ça veut dire qu'il y a, entre guillemets, et je déteste cette expression, il y a des cobayes. C'est pas des cobayes. Parce que le cobaye, c'est le truc, on le met dans un coin, on le regarde, il est au courant de rien. Alors qu'au contraire, la personne qui va participer à une recherche biomédicale en France et maintenant dans le monde entier, enfin, surtout dans les pays en voie de développement, après il y a un autre débat autour de certaines études ou essais qui sont menés dans les pays en voie de développement. Par définition, la personne qui va participer à ce genre d'études va forcément devoir être informée au préalable et va devoir consentir. Donc pour pouvoir consentir, il faut être informé et le plus justement possible. Et consentir, non pas oui, je suis d'accord, je vais participer, consentir par écrit. Il y a deux cas dans notre loi où le consentement en matière médicale est forcément par écrit, c'est la recherche biomédicale et également tout ce qu'on appelle la caractérisation génétique. Voilà, c'est les deux seuls. Sinon, lorsque vous allez par exemple à l'hôpital, vous signez des documents, mais c'est plus des décharges, enfin, non, j'ai pas dit décharges, pardon. C'est plus des preuves que vous allez pouvoir donner au médecin comme quoi vous avez bien reçu l'information, vous avez bien consenti, mais c'est pas obligatoire. L'expression écrite du consentement est réelle uniquement en matière de recherche biomédicale et également pour tout ce qui est caractérisation génétique. Voilà. Donc, il existe des lois, des réglementations et celle-ci dont je vous parle, la loi Uriel-Sirius-Clack, ne fait pas partie de la loi de bioéthique, bien que ce soit l'une des premières lois de bioéthique. La loi de bioéthique de 1994, c'est monté, j'irai à côté. Et puis, les deux lois ont mené un petit peu leur vie côte à côte jusqu'à l'année dernière où une proposition de loi a été déposée à peu près à cette période, au mois de janvier, visant à modifier cette loi sur, visant à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales. Et pour être très honnête, tous les députés que je rencontre, il n'y en a pas un
qui est au courant que cette loi est passée, en tout cas qui l'a votée. Voilà. Donc il y a des lois comme ça qui sont quand même extrêmement essentielles. Comme je vous disais, on a quand même une très belle loi, une loi de 88 destinée à protéger les personnes, qui est en cours de modification dans, je dirais, dans l'ignorance la plus totale. Même les députés censés la voter n'étaient même pas au courant. À chaque fois que j'en rencontre un, je dis, vous savez, vous avez adopté ça le 22 janvier 2009. Ah bon? Bah oui. Mais en fait, il y a également quand même certains sujets extrêmement sensibles qui arrivent à passer à travers, pour X raisons, on ne va pas en parler ce soir, mais c'est malheureusement un petit peu regrettable. Et effectivement, l'un des principes fondateurs par rapport à ces lois-là, c'est notamment la dignité, c'est rappeler effectivement que l'intérêt de la personne doit primer éventuellement l'intérêt scientifique, l'intérêt même de la société. Donc, c'est des points quand même sur lesquels il mérite d'être extrêmement vigilant. Alors moi, donc, comme je vous le disais, je suis là pour vraiment, s'il y a des questions, y répondre, discuter avec vous par rapport à ces points-là, parce qu'en plus, ça me passionne. Et puis aussi un deuxième point, je rejoins bien entendu Elisabeth Montfort sur la conclusion par rapport à des agences plus ou moins scientifiques qui arrivent à prendre le pas par rapport à nos législateurs et par rapport de fait à nous. Je reprends une autre anecdote aussi qui est aussi très révélateur, non pas cette fois-ci les agences, mais plus les administrations. Pour faire simple, lorsque vous avez une loi, parce qu'on parle beaucoup de lois, on parle beaucoup, il y a des lois dans tous les sens, etc. On parle rarement de dispositions réglementaires. Les dispositions réglementaires, ce sont les décrets qui sont généralement préparés, signés par les ministres, par les ministères, donc un ou deux ou plusieurs, pour permettre l'application de la loi. La loi en soi, si elle est trop complexe, comme on dit, elle ne se suffit pas à elle-même, il faut un texte d'application. La loi de bioéthique de 1994 avait instauré un régime particulier sur l'utilisation des échantillons humains à des fins de recherche. Voilà. Dans quelles conditions, par exemple, ça vous n'êtes pas forcément au courant, mais lorsque vous faites un bilan biologique, vous avez fait prendre un prélèvement sanguin, les échantillons, après, normalement, ils sont détruits. Mais la loi permet éventuellement que l'on puisse les conserver. Il faut qu'on vous ait informé préalablement quand même. Et sauf si vous n'y êtes pas opposé, on peut les conserver et les utiliser pour des programmes de recherche. La loi le permet. Et ça, c'était en 1994. Il a fallu attendre, j'allais dire 1900, non, il a fallu attendre 2007, août 2007, pour avoir enfin la publication du décret et de l'arrêté qui, concrètement, mettait en œuvre cette loi de 1994. Le ministère de la Recherche daigne sortir les textes d'application. Donc, il y avait une circulaire d'ailleurs au mois de mai d'il y a 2 ans de notre Premier ministre qui rappelait quand même aux administrations que c'était le minimum de respect que l'on devait aux Français de publier les textes réglementaires dans un délai maximum de 6 mois. Et il y a encore effectivement un non-respect de la volonté, en tout cas c'est mon opinion, après on peut en discuter, je dirais, ou en tout, une non-démarche démocratique de la part de certaines administrations, pour X raisons une fois de plus. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une surcharge de travail? Peu importe. En tout cas, dans les faits, je dirais la volonté du peuple n'est pas forcément respectée tout le temps. C'est une réalité et je dirais c'est un peu également le rôle justement de certains avocats, parce qu'on n'est pas tous pénalistes, je vous le dis. Des collards, il n'y en a pas trop, heureusement. Enfin, non, pas heureusement, mais je veux dire, il n'y aurait pas assez de travail pour tout le monde, il y a quand même quelques avocats. Donc, il y en a également donc, qui travaillent sur ces aspects-là. Donc, on essaie d'être vigilant par rapport à ça. On essaie également d'être un espèce, entre guillemets, de contre-pouvoir pour rappeler quand même qu'il y a un peuple, qu'il y a une volonté, qu'il y a une démocratie, qu'il y a effectivement des lois à respecter, à ne pas bafouer. C'est également le rôle que l'on peut jouer par rapport à ce genre d'instance. Je dirais, une administration, ça ne nous fait pas peur. On est là également pour leur rappeler qu'on est dans un état de droit et qu'il faut le respecter. On a parlé tout à l'heure également, et j'en terminerai avec ça, sur les conséquences des lois de bioéthique. On a dit, et il n'y a qu'un mot qui n'a pas été cité, c'est la conséquence économique. Parce que derrière la bioéthique, finalement, moi je travaille beaucoup dans le domaine de la recherche. Il y a énormément d'emplois de demain, énormément de richesses, de création de richesses dans tous les sens. Et le fait, par exemple, d'attendre 13 ans, c'est ça, de 1994 à 2007, pour enfin expliquer que certains organismes peuvent se créer pour justement, derrière, le mot est un peu dur, céder des échantillons à des équipes de recherche. Ils les vendent. En fait, ce qu'ils vendent, ce n'est pas l'échantillon, on n'a pas le droit de les vendre, mais c'est toute la prestation qui va autour de préparation, de conservation, etc. Donc, en attendant, tant que le décret ne sortait pas, aucune structure s'est mise en place pour pouvoir répondre à la demande des chercheurs, par exemple. Et où est-ce que nos chercheurs français allaient pour en acheter et continuent à le faire parce que aux États-Unis. Donc pendant des années, nos chercheurs français, avec notre argent, je dirais, vont aller finalement créer de l'emploi aux États-Unis. Voilà. Après,
Ouais, après, j'arrête. Mais c'est par rapport à la loi, donc sur la loi par rapport à la recherche sur la personne. À quoi ça sert? On parlait effectivement de l'engorgement. J'ai lu rapidement sur un kiosque que les députés n'en pouvaient plus, qu'ils étaient débordés de lois. C'est une réalité, et c'est une catastrophe. À quoi ça sert de faire de la loi, de refaire de la loi, de refaire de la loi tous les 2 ans, 3 ans? C'est tout sauf constructif. Imaginez le pauvre chercheur, il n'est pas juriste. Ça se saurait, ça se verrait. Non, il n'est pas juriste, je vous le confirme, vraiment pas juriste. Et ça veut dire que quand il commence à s'approprier un texte, il se dit voilà, c'est bon, maintenant j'ai compris, on va pouvoir faire les choses comme ça, on s'organise comme ça, etc. Il y a un type qui vient leur dire, généralement moi, ah non, attendez, c'est plus comme ça qu'il faut faire, il faut changer. Vous imaginez le gaspillage de temps, d'énergie, de tout, d'argent forcément, parce qu'il faut se reformer, etc. Puis quand on est un chercheur ou une grosse compagnie étrangère, on a des très bons chercheurs en France. Mais au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol de revenir, et puis finalement, ah mais attendez, la France fait différemment que les autres, comment ça se fait, etc. Et ce qui manque réellement, notamment, alors j'ai rien contre les députés, j'ai rien contre les sénateurs, mais le problème, on a eu une modification constitutionnelle il n'y a pas très longtemps, maintenant quand le gouvernement veut proposer une loi, on appelle ça un projet de loi, il est obligé de faire une étude d'impact. Ça, c'est compliqué. Ça nécessite de faire du travail pour savoir quel sera l'impact de la loi qu'ils vont proposer. Enfin, ouais, voilà. Par contre, dorénavant, quand l'idée vient d'un député ou d'un sénateur, c'est une proposition de loi. Et on n'impose pas du tout la réalisation d'une telle étude d'impact. Donc, maintenant, pour le gouvernement, par exemple, c'est plus facile de trouver un député conciliant pour faire passer des trucs sur lesquels on n'a pas trop envie de réfléchir. Voilà. C'est positif quand même comme conclusion. Voilà. Non, mais voilà.